Bonjour à tous, il est 14 heures. Bienvenue à la table ronde, la coopération franco-suisse vers des mobilités transfrontalières. On est très heureux de vous recevoir aussi nombreux. Cette table ronde est organisée en partenariat avec Pulse Locomotive Ville Durable et la Fondation de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Je suis Sandra Poimreau, chef de projet de la chaire partenariale transfrontalière mobilité. Et à côté de moi, nous avons Jean Varlet, qui est le directeur scientifique de cette chaire. Donc, la table ronde va durer environ 1h15 avec les débats et les questions à la fin. Je vous invite à couper vos vidéos parce qu'on va être assez nombreux, couper vos micros et poser vos questions dans le chat. Ça facilitera grandement l'organisation. Évidemment, sauf les intervenants, j'ai oublié de préciser. Puisque c'est une table ronde, même à distance. Donc, on va essayer de faire quelque chose d'un peu convivial. Voilà, écoute, Jean, je te laisse la parole. Et encore une fois, merci à tous de vous prêter au jeu de la table ronde en visio, puisque on espère que la prochaine sera en personne. Ce sera quand même plus facile. Merci Sandra. Et bonjour et bienvenue à chacun et chacune d'entre vous dans cette table ronde qui aurait dû avoir lieu initialement au mois de novembre et puis qui a été repoussée pour des raisons sanitaires, vous connaissez. Il devait avoir lieu aujourd'hui à Annemasse en présence pour les intervenants et en vidéoconférence pour les participants et qui finalement se résume à tout le monde en vidéoconférence. Donc, on essaie de gérer les problèmes techniques au mieux en espérant qu'il n'y en aura pas. Et merci de votre compréhension par avance pour cette animation d'une table ronde où il n'y a pas de table, il n'y a pas de rond non plus. Et donc, les échanges, l'interactivité sera moindre qu'en séance classique. On essaie de faire au mieux. Merci à vous. La séance va se dérouler de la manière suivante. Après avoir présenté les intervenants, chacun des 6 intervenants parlera pendant 5 minutes, puis ensuite échange entre eux éventuellement, et puis échange avec l'assistance à distance. Pour ce faire, donc, Sandra vous indique qu'il y avait un certain nombre de moyens techniques dans le chat pour formuler vos questions et on tentera de faire un débat le plus structuré ou le plus vivant possible. Alors, concernant cette table ronde, simplement dire peut-être 2-3 mots d'introduction. Pourquoi cette table ronde? C'est le deuxième événement de la chaire mobilité, chaire transfrontalière franco-suisse de recherche et de formation sur la mobilité. Et après avoir fait en janvier un webinaire sur les mobilités transfrontalières, franco-suisse surtout, ici une table ronde autour de la question des coopérations franco-suisses en matière de mobilité transfrontalière. Une frontière franco-suisse intensément franchie, notamment pour les déplacements domicile-travail, mais pas seulement. Il y a des déplacements d'ordre multiscalaire et pluriactivité. Une frontière qui engendre des contraintes pour les usagers sur le plan administratif, en termes d'autorisation de contrôle, sur le plan de la logistique de déplacement, en matière de l'existence au moment d'une liaison, de domicile à travail, des ruptures de charges, la question de la tarification de billettique, tout ça de part et d'autre de la frontière. Des questions de temps, de vitesse, de coût, de confort, de commodité de déplacement qui sont essentielles pour les uns et pour les autres qui ont besoin de se déplacer. Donc, il s'agit, la question forte, d'essayer d'améliorer la qualité de ces mobilités transfrontalières, donc de réduire quelque peu les contraintes liées à la frontière ou liées à l'extension de la ville, de Genève par exemple. Mais le transfrontalier ici n'est pas que franco-genevois, il est aussi franco-vaudois, franco-valaisan, avec le lac Léman, avec la montagne, qu'on n'oublie pas bien évidemment. Alors pour ce faire, 6 intervenants sont prévus, chacun va intervenir. On a prévu 2 personnes qui vont parler côté suisse, Monsieur Pascal Beauvais et Monsieur Emmanuel Ravalet. Alors, attendez, voilà. Monsieur Pascal Beauvais, peut-il se présenter en quelques 30 secondes, par exemple? À vous la parole. Merci, monsieur le professeur. Mon nom est Pascal Beauvais. Je suis le délégué à la mobilité de l'État du Valais. Je travaille au service cantonal de la mobilité et je suis en charge des projets pour le moyen à long terme. Merci à vous.
Et on vous remercie aussi de votre contribution forte au sein du Master Titus de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Emmanuel Ravalet, deuxième intervenant pour le côté suisse. Il se présente. Bonjour à tous, donc je m'appelle Emmanuel Ravalet, je suis associé fondateur du bureau d'études Mobilhome où je travaille en tant que chef de projet. Je suis également chargé de recherche à l'Université de Lausanne et puis j'interviendrai aussi sur la base de mes expériences de travailleurs frontaliers et d'élus en charge de l'urbanisme dans une petite commune à proximité de la frontière. Merci. À côté de ces deux intervenants pour le côté helvétique, on a demandé aussi à deux opérateurs de réseau d'intervenir. D'une part, M. Christophe Dubois de la société Autoroutes et Tunnels du Mont-Blanc. À vous la parole pour vous présenter. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Christophe Dubois, directeur du réseau et de l'environnement à Autoroutes et Tunnels du Mont-Blanc. Donc, j'aurai l'occasion de m'entretenir avec vous sur nos projets en matière de mobilité, notamment sur le volet transfrontalier. Merci à vous. Et puis Romain Combe de l'agence Écomobilité, basée à Chambéry, mais aussi en Haute-Savoie, et qui couvre les deux départements savoyards, qui s'occupe plutôt de la Haute-Savoie. À lui de se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis revenu de manière imminente puisqu'on a une coupure de courant. Voilà, j'espère que ça ne se répétera pas. En espérant, effectivement. Voilà, donc je suis responsable d'activité effectivement sur le territoire de la Haute-Savoie à l'agence Écomobilité Savoie-Mont-Blanc, qui est une SPL, une société publique locale, qui agit pour le compte de 13 actionnaires, que sont des collectivités locales et territoriales des deux départements, parmi lesquels la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une collectivité particulière. Et donc, on accompagne ces collectivités, on les conseille dans la mise en œuvre de leur stratégie de mobilité alternative. Et on va jusqu'à, donc on part du conseil, de l'animation, de la sensibilisation, jusqu'à l'exploitation de services publics de mobilité. Merci Romain. Et puis côté académique, deux intervenants, Kevin Sutton et moi-même. Kevin, peut-il se présenter ? Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, Kevin Sutton, maître de conférence en géographie à l'Université Grenoble-Alpes, laboratoire PACT. Voilà, et spécialité de recherche ? Je travaille notamment sur tout ce qui est traversée alpine, ce qui m'a conduit notamment en effet à m'intéresser aux dimensions transfrontalières. C'est dans ce cadre-là que j'aborderai tout à l'heure le cas entre Tyrol et Tyrol du Sud autour du Brenner. Très bien. Pour ce qui me concerne, donc, professeur de géographie à l'Université Savoie-Mont-Blanc, laboratoire EDITEM, et mes spécialités sont plutôt autour de tout ce qui est au terme très large des interactions entre réseaux de transport et territoire, aussi bien accessibilité qu'intermodalité que développement autour des réseaux. Voilà. Et puis alors, un septième intervenant qui nous accueille, monsieur Alain Le Tessier, qui est vice-président d'Annemasse Agglo. Alors, monsieur le vice-président est désolé, on aurait dû être chez vous, dans vos locaux. Et puis, nous sommes tous à distance, mais nous faisons comme si nous étions à Annemasse. À vous. Oui, bonjour à tous. Donc, Alain Le Tessier, vice-président en charge des mobilités. Donc, effectivement, on est dans un grand bureau virtuel, mais on est quand même bien là et tous présents, et c'est ça le principal. Donc, simplement, rappeler un peu le contexte aussi de pourquoi Annemasse Agglo aujourd'hui. Effectivement, on est un vrai territoire de mobilité transfrontalière, puisque on a connu, c'est un petit rappel, on a connu cette révolution de la mobilité en décembre 2019 avec l'arrivée du Léman Express, le tram donc sur Annemasse, les voies vertes maintenant qui passent d'un côté et de l'autre de la frontière, et puis la maison de la mobilité qui a été créée à Annemasse en 2018 et où on peut effectivement faire un certain nombre de choses en lien avec la mobilité, comme la location de vélos. Toute cette mobilité transfrontalière, effectivement, on le sait déjà, ça ne suffira pas. On n'arrivera pas, effectivement, à terme, avoir une part de mobilité voiture inférieure, enfin, ou au moins égale à 50%, puisque c'est l'un des objectifs du plan de mobilité d'Annemasse Agglo, c'est d'arriver donc avec des parts modales bien inférieures en ce qui concerne la voiture. Alors, c'est dans ce cadre-là, effectivement, qu'on a commencé déjà à développer un certain nombre de projets qui sont déjà bien avancés. Enfin, on espère qu'ils vont avancer encore un peu plus vite. En termes d'infrastructure, effectivement, il s'agit maintenant de prolonger le tram un peu plus loin, dans une zone encore un peu plus urbaine au niveau d'Annemasse. Je pense que d'ici 4-5 ans, on arrivera effectivement à avoir cette infrastructure complètement transfrontalière. On a aussi engagé donc un nouveau TCSP entre la gare et Bonn, en fait, et vers la vallée verte, etc.,
qui devrait lui aussi arriver à désengorger toute cette activité, toute cette mobilité au niveau d'Annemasse-Agglo. Et puis, on engage une deuxième, on a engagé, je pense que des travaux commenceront déjà dès cette année, donc c'est la deuxième voie verte d'agglomération, donc la Virona, qui croisera d'ailleurs la voie verte au niveau d'Ambilly, hein, la voie verte aujourd'hui, la voie verte du Grand Genève. Elle sera coupée donc par la Virona au niveau d'Ambilly. Donc cette Virona, c'est quand même 20 km et dont plus de 10 km en voie complète vélo. D'autre part, l'activité, enfin la mobilité transfrontalière, ça ne s'arrête pas à Annemasse-Agglo. Effectivement, le périmètre, donc il va bien effectivement sur la Suisse et sur l'ensemble des cantons qui jouxtent un petit peu le tour du lac Léman. Ce périmètre, en fait, il va bien au-delà d'Annemasse-Agglo. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'effectivement, il y a un travail qui a été engagé avec le pôle métropolitain. Et je pense que c'est vraiment le bon périmètre pour parler de mobilité aujourd'hui, y compris de mobilité transfrontalière. C'est bien le périmètre du pôle métropolitain. Alors, il y a un certain nombre il y a un travail qui a été engagé. Donc, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler d'ici quelques mois, parce que pour l'instant, on en est qu'aux prémices. Mais je pense que c'est un des grands enjeux de développement de la mobilité transfrontalière, de travail de fait, effectivement, avec non seulement le côté suisse, mais aussi le côté français, beaucoup plus largement qu'il n'était aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, eh bien, c'est le grand jour aussi, c'est le grand jour de l'appel à projet que lance Annemasse-Agglo avec Pulse Locomotive de la ville durable. Donc en fait, aujourd'hui, on lance effectivement cet appel à projet pour accompagner les porteurs de projets et les appuyer dans leur implantation territoriale. Alors, que propose cet appel à projet? Donc, il y a 3 niveaux de service selon la maturité et les besoins des projets. Alors, le premier, donc, les porteurs de projets ont la possibilité de venir présenter aux citoyens leurs solutions ou leurs services dans le cadre de l'agenda, des animations de la Maison de la Mobilité et du Tourisme, hein, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a un second niveau où on accompagne l'incubation et l'accélération selon la maturité du projet en partenariat avec le pôle de compétitivité de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et enfin, le troisième niveau, Annemasse-Agglo propose de mettre à disposition certains quartiers en cours d'aménagement, comme c'est le cas sur la ZAC Étoile autour de la gare d'Annemasse. Alors, à qui s'adresse cet appel à projet? Eh bien, c'est au sens large les créateurs, les startups, les entreprises innovantes, les entrepreneurs étudiants, les associations. 2 éléments sont primordiaux pour nous. Le projet doit être une alternative durable à la voiture individuelle, mobilité décarbonée, partagée, collective, douce, active et même les solutions de démobilité. Le porteur de projet doit aussi avoir la volonté de tester et d'implanter sa solution sur notre territoire sur la durée. Voilà, donc c'est le premier jour, c'est le premier jour de cet appel à projet qui, nous l'espérons, donnera de bons résultats sur le territoire d'Annemasse-Agglo et plus largement donc sur le territoire transfrontalier. Voilà, Monsieur Verlet, je pense que j'ai à peu près tenu le temps dont j'étais imparti et je pense que ça mènera peut-être des questions par la suite. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Le Tessier, pour ces informations ultra récentes et d'avenir. Merci aussi pour montrer combien vous êtes à la fois soucieux de développer les réseaux et aussi de développer côté territoire la question des mobilités. Donc ça, c'est quand même une chose intéressante qui sera évidemment abordée tout à l'heure. Et puis, écoutez, on va passer à la première des interventions, c'est-à-dire la mienne. Excusez-moi de commencer. Mais simplement pour dire peut-être que deux interventions vont être un peu plus théoriques, celle la mienne et puis celle d'Emmanuel Révalet, avec 2 points de vue un petit peu complémentaires. Alors, je commence avec la partie plus transport, réseau de transport et frontières, à la recherche de continuité. Étant donné que si on regarde le croquis de gauche, oui, la frontière initialement est une frontière même perméable qui reste quand même assez rigide, entre guillemets, et qui interrompt les réseaux avec des points qui sont cités de part et d'autre, qui peuvent être des gares, des autoports, des douanes classiques. On passe là-dessus et le système classique est s'arrêter à un point, franchir jusqu'au point immédiatement situé de l'autre côté de la frontière. Si par contre on veut se lancer dans la recherche de continuité réticulaire,
pour gagner du temps, du confort, du coût et d'autres éléments. Mais vous voyez que dans le schéma numéro 2 au centre, vous voyez qu'au cours de l'histoire, eh bien, on a pu assister à des évolutions suivantes en matière ferroviaire, par exemple, au centre du document ici. Plutôt que de changer et de faire une transbordement à rupture de charge, eh bien, la rame va de bout en bout, mais par contre, dans un premier temps, c'est la locomotive qu'on change, s'agissant de train. Puis plus tard, c'est une locomotive bicourant, que souvent c'est la question électrique qui faisait le changement, qui créait la cause de changement. Et finalement, le train s'arrête toujours à la gare frontière, mais on ne change plus de locomotive et la rame est unique de bout en bout et directe. Et puis on arrive bien sûr, ça nécessite la coordination des 2 opérateurs de réseau nationaux, de 2 États, évidemment, dans cette affaire-là. Et puis on arrive à la période récente, en particulier la grande vitesse ferroviaire, exemple le train TGV Paris-Bruxelles, qui finalement ne s'arrête pas entre les 2 capitales d'État. Et finalement, la frontière est devenue, oui, non plus foncée, comme j'indiquais ici, mais très claire. C'est-à-dire qu'elle est perméable, on ne s'arrête plus du tout à la frontière, et finalement, la frontière est reportée sur les 2 extrémités de la rame, c'est-à-dire ici, Paris et Bruxelles, dans le cas que j'indiquais, et c'est sur les quais de gare qu'on va trouver le système frontalier. Et voilà donc une nouvelle façon d'envisager les choses. Alors, à courte distance, dans le cas franco-suisse, le RER Bellegarde des années 2003 à 2019-20, jusqu'à la mise en place du Léman Express, a été un bel exemple de ce style-là. Le Thilo également entre le Tessin et Milan. Ce qui importe, c'est que la frontière fonctionnelle disparaît en tant que telle, et qu'on a un dédoublement distancié de l'aspect frontalier aux extrémités du réseau, un peu à la manière des aéroports. Dans ce cas-là, bien sûr, la coopération, elle est entre les États, entre les opérateurs de réseaux nationaux. Un consortium spécial international a été créé pour ces affaires-là. Côté suisse, on n'a peut-être pas tout à fait ce modèle-là, mais on s'en approche un petit peu quand même. On n'oublie pas que malgré tout, avec le croquis du bas, au fur et à mesure que la frontière en matière de réseau de transport disparaît pour arriver à ce schéma-là, on voit aussi des États qui renforcent leur contrôle territorial, puisque la frontière est devenue très perméable, et que pour des trafics illicites, pour les personnes X ou Y, eh bien, les contrôles sont renforcés par rapport à la situation antérieure. Continuité réticulaire, ça peut être le cas aussi dans les régions qui nous concernent, dès lors qu'il y a, entre guillemets, un obstacle naturel qui se met sur un itinéraire, qu'il s'agisse d'une montagne, auquel cas il y a un tunnel transalpin qui est réalisé, ou qu'il s'agisse d'un espace maritime ou lacustre vaste, très large, eh bien, on est en présence d'interruptions de réseau terrestre et il faut assurer la liaison pour franchir l'obstacle. Auquel cas, des navettes souterraines ou maritimes et lacustres sont mises en place. Évian-Lausanne, Thonon-Lausanne, on les connaît. Plus loin, à l'est du Valais, Brigue, Domodossola, par exemple, et on en passe d'autres exemples, bien évidemment. Parfois, peut-il y avoir multimodalité, mais ce n'est pas sûr, et reste finalement, avec ce dédoublement de part et d'autre de l'obstacle, les opérations de douane et de police, émergence de gares frontières, de gares maritimes, lacustres, de pôles d'échange multimodaux et coordination à nouveau entre tous les acteurs de réseau et d'État. Alors, si on s'intéresse maintenant à la recherche d'une continuité territoriale en matière de mobilité ou de réseau de transport, eh bien, on assiste par exemple parfois à la création d'organismes de coopération transfrontalière qui sont parfois multiples, parfois uniques. On est plus sur le local, le régional, l'agglomération, la proximité, la courte distance. Voilà des caractéristiques. L'exemple de Genève est évident, hein, avec les multiples institutions ou organismes qui ont été créés pour faire de la coopération transfrontalière, ce qui ne supprime pas forcément le maintien de la frontière dès lors qu'on voit par exemple que le PMGF, le pôle métropolitain de Genevois français, reste côté français, à côté du Grand Genève qui lui reste, du canton de Genève qui lui reste suisse. Voilà quelques exemples. Alors, dans cette affaire-là, dès lors que les territoires s'entendent, se regroupent pour traiter la frontière en matière de mobilité, eh bien, on arrive parfois, bien évidemment, à aménager le réseau transfrontalier. L'exemple, c'est le Léman Express, on ne va pas y revenir.
Parfois, alors dans un autre cas qui ne concerne pas ici, mais il est tellement significatif, notamment par sa conclusion, on verra tout à l'heure, qu'il mérite d'être évoqué. Hein. Entre Suède et Danemark, entre Copenhague et Malmö, il y avait un ferry, un overcraft, reliant les deux ports. Et puis en 1998-19 a été mis en service une infrastructure, un lien fixe qui associe un très grand viaduc, une île artificielle et un très grand tunnel à 4 tubes pour relier les deux villes, les deux agglomérations, et qui supprime le système des bacs, etc. Et à partir de là, les deux gares centrales sont connectées, liaison ferroviaire cadencée, interrégionale entre les deux grandes villes, et on arrive à quelque chose qui est quand même tout à fait intéressant. Mais dans d'autres circonstances, c'est plus l'aspect territorial qui domine, même s'il s'agit de réseau et de mobilité. Et le premier exemple, hein, c'est on voit l'extension d'un système de transport territorialisé autorisant l'utilisation de tous les réseaux de transport inclus dans ce périmètre pour tous les ressortissants de ce périmètre, ou toutes les personnes extérieures qui achètent l'abonnement en question. Donc la création de la communauté tarifaire, qui peut être de part et d'autre de la frontière, est évidemment très intéressante. Le cas de Uniréseau, dans le cas Genevois, est évidemment évoqué ici. Mais il y a également, toujours côté suisse, mais là on n'est plus sur le franco-suisse. Vous voyez par exemple ici, vous avez la continuité de réseau et continuité de territoire qui est assurée entre deux régions suisses, deux cantons suisses, entre Brigue, ici Valais, et puis Locarno, ici Tessin, et on passe par l'Italie, par Domodossola, en prenant la grande ligne qui va vers Milan, et puis ensuite une ligne régionale, locale, le Cento-Valli, qui relie les deux. Et quand on achète le Swiss Travel Pass, nous, Français, qu'on voyage en Suisse là-dessus, ben on peut prendre cet itinéraire-là sans rien payer côté italien, on a tout payé dans le forfait. Et c'est pareil entre Lugano et Saint-Moritz ici, par exemple, où seulement l'été, eh bien, vous pouvez prendre un carte postale, je crois, qui va de bout en bout, qui passe par l'Italie et le lac de Côme. Là aussi, c'est compris dans le forfait suisse. Autrement dit, c'est la Suisse qui s'étend, entre guillemets, hein, du point de vue des réseaux, en territoire étranger. Et on arrive à quelque chose qui est vraiment très, très intéressant en matière de coordination et de coopération. Alors pour résumer, bah, vous avez là les images essentielles, hein, l'image de discontinuité au départ, les deux solutions de continuité réticulaire ou territoriale, et on arrive à cette image en bas, tout à fait en bas, qui mérite justement une réflexion lourde. C'est que dans le cas, vous voyez, de Copenhague et de Malmö, non seulement le lien fixe a amélioré les liaisons entre le nord de la Scandinavie et la péninsule ibérique, mais surtout ici dans le local, eh bien, on a assisté à la création d'une métropole transfrontalière avec des liaisons domicile-travail très intenses entre Suède et Danemark, entre Malmö et Copenhague, et même création d'une région transfrontalière, une eurorégion. Alors voilà un terme sans doute important à retenir et qui fait que la coopération transfrontalière en matière de mobilité est peut-être un support et une réflexion plus générale sur est-ce qu'on peut imaginer une métropole transfrontalière avec statut unique, point d'interrogation. Voilà quelques éléments de réflexion. Je ne sais pas si j'ai duré 5 minutes ou beaucoup plus. Donc, je passe la parole tout de suite à Emmanuel Ravalet, qui, lui, va aborder la question autour des pratiques de mobilité. On lui laisse la parole. Oui, bonjour à tous, enfin rebonjour à tous. Alors, ce que je vous propose dans cette petite présentation rapide, c'est de parler moi aussi de la coopération transfrontalière, mais peut-être un peu plus en lien avec les pratiques, les besoins des populations qui vivent dans ces territoires transfrontaliers, justement. Peut-être pour préciser, le bureau Mobilhome dans lequel je travaille et puis que j'ai cofondé en 2015 avec Vincent Kaufmann de l'EPFL, a précisément pour but et pour vocation de travailler sur les questions d'urbanisme sur la base d'une analyse précise et d'une compréhension des usages et des usagers. Et c'est aussi pour ça que j'oriente ma présentation dans ce sens. Tout d'abord, et puis c'est un petit peu ce que j'ai voulu dire avec ce titre un peu pseudo-humoristique, c'est que s'il y a bien une spécificité transfrontalière pour les habitants, c'est bien le fait qu'on peut parler d'une fracturation du bassin de vie, des bassins de vie des gens qui résident dans ces territoires-là. Alors on le sait, il y a des flux pendulaires professionnels, il y a des flux pour les achats, il y a des flux pour les loisirs. Ils s'étendent de part et d'autre. Ils sont même parfois suscités ou intensifiés par l'existence et la présence de la frontière.
et dessine un bassin de vie, sauf que la frontière nationale vient fracturer ce bassin de vie. On sait des deux côtés de la frontière qu'il y a toujours des différences entre les bassins de vie, les territoires du quotidien des personnes qui pratiquent les territoires, et puis les institutions, les échelles des institutions. On essaie d'y travailler de ce côté de la frontière avec la mise en place notamment des différentes EPCI ou communautés de communes, communautés urbaines, métropoles, etc. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est un petit peu différent dans le cadre des métropoles frontalières? Alors, est-ce qu'on peut parler vraiment de fracture? C'est un terme qui est évidemment exagéré. Il y a des organes transfrontaliers, pas mal, qui tentent de planifier et de penser le territoire justement dans son ensemble, et c'est important. Et puis, le deuxième élément qui pourrait tendre à minimiser un petit peu ce terme-là, c'est le fait que de toute façon, des frontières, il en existe dans toutes les métropoles, de nature très variable, des frontières entre centre-ville et périurbain, entre communes à l'intérieur de ces bassins de vie, entre communautés de communes ou EPCI, entre cantons, entre départements, etc. etc. Par contre, s'il y a bien une spécificité de la frontière nationale, c'est souvent qu'elle déchaîne assez vite des passions. Et pour exemple, je reciterai justement l'intégration tarifaire Uniréseau dans la métropole genevoise qui vient d'être évoquée, pour dire que c'est effectivement quelque chose de remarquable d'avoir réussi à mettre en place une intégration tarifaire pour les usagers qui résident, qui travaillent ou qui se déplacent dans ce territoire-là de chaque côté de la frontière. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des habitants, et c'est quelque chose qui était ressorti d'un travail de concertation qu'on a mené dans le territoire de Ferney-Voltaire, des résidents ont des difficultés à comprendre que le zonage de cette communauté tarifaire soit correspondant, ou en tout cas suive la ligne de démarcation de la frontière nationale. Et pour eux, c'est une sorte d'effet frontière doublé, avec une sorte de malus qui est lié au fait d'habiter côté français. Donc, c'est parfois un petit peu difficile à comprendre. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus peut-être de pédagogie à faire dans ce cas que dans d'autres cas. Au-delà, ce qui est clair, et puis c'est un enjeu au quotidien pour les planificateurs et pour les acteurs de l'aménagement des territoires et des transports, c'est qu'il faut se baser généralement sur des données qui sont disparates de chaque côté de la frontière. On parle du micro-recensement mobilité transport côté suisse. On parle peut-être un peu plus de l'enquête déplacement grand territoire côté français. Et puis ça, c'est qu'un exemple parmi l'ensemble des jeux de données qui sont disponibles de chaque côté de la frontière. Et la mise en relation de ces données est parfois difficile, d'autres fois complètement impossible. Autre élément qui tend à justifier ce terme de fracture, il y a des fonctionnements politiques, il y a des fonctionnements techniques, des fonctionnements légaux qui sont largement définis par les pays d'appartenance. Et ça rend souvent beaucoup plus difficile les projets dès lors qu'on souhaite les faire de manière transfrontalière. Les budgets sont différents, leur ampleur est différente, et puis les priorités en termes de politique budgétaire sont aussi parfois un peu variables. Si on reprend un petit peu l'exemple qui a été mentionné déjà 2 fois sur le Léman Express, c'est effectivement un exemple d'innovation très forte en termes de coopération transfrontalière, malgré justement les grandes difficultés en termes d'interopérabilité qui pouvaient être caractéristiques de ce projet-là. Il y a aussi pas mal de projets d'infrastructures cyclables qui ont été mentionnés. Donc, tout ça, ça avance, et c'est vrai que c'est quelque chose de très, très positif. Mais voilà, pour l'anecdote, et puis pour lancer un pavé dans la mare aussi, ça ne fait jamais de mal. C'est vrai que quand on regarde ce qui se passe autour de l'autoroute du Chablais, on se dit qu'effectivement, il y a encore peut-être du travail à faire en termes de coopération transfrontalière, parce qu'on voit ici que c'est un projet qui n'a été pensé, porté et soutenu que du côté français et qui a du mal à passer côté suisse. Et justement, cette articulation et ce portage transnational n'a pas été tout à fait réussi, en tout cas pour le moment. On peut se dire, c'est peut-être une généralité qui souffre de quelques exceptions. Monsieur Le Tessier parlait de la Maison de la Mobilité à Annemasse, c'est une exception, mais globalement, on se rend compte que les projets d'infrastructures transfrontaliers se développent aujourd'hui plutôt bien, de manière assez novatrice, et ça peut concerner aussi bien les transports publics que les investissements routiers, de manière d'ailleurs beaucoup plus ancienne, mais aussi les investissements en termes d'infrastructures cyclables. On a parfois un peu plus de mal dès lors qu'on travaille sur les services, donc la partie soft, quelque part, des politiques de mobilité. On le voit par exemple côté français avec la loi d'orientation des mobilités, la LOM, qui donne des outils nouveaux qui n'existent pas forcément côté suisse, notamment avec l'implication des entreprises, qui est très forte et qui est rendue obligatoire côté français, mais qui n'est pas côté suisse.
On peut parler du covoiturage qui est très développé côté français, qui n'est pas vraiment côté suisse, de l'autopartage qui est développé côté suisse, mais pas vraiment côté français. On voit ici qu'il y a tout un travail peut-être d'accompagnement à faire pour réussir à travailler sur ces éléments-là. Ce que je vous propose peut-être ensuite, c'est de parler de Bâle un petit peu, qui est souvent l'exemple qu'on cite en termes de coopération transfrontalière réussie, entre guillemets bien sûr. Alors, les explications qui peuvent être données, qui ont été données notamment par Yann Dubois dans son travail de thèse, c'est un collègue à Mobilhome et qui a fait sa thèse à l'EPFL. Donc, il mentionne notamment le fait que les flux voitures sont moins importants et les flux voitures souvent génèrent des tensions fortes de chaque côté de la frontière. Au-delà de ça, il y a évidemment un historique qui n'est pas le même, avec des projets trinationaux de lignes de transport public qui sont très anciens pour certains, des projets d'infrastructures cyclables qui se développent là-bas aussi depuis peut-être un petit peu plus longtemps. Et ça, c'est peut-être quelque chose d'intéressant, et puis ça va mener à quelque part la conclusion de ce que je voulais dire. On observe aussi une multitude de micro-projets de rencontres entre citoyens de part et d'autre de la frontière. Et c'est peut-être bien là qu'est la spécificité bâloise, c'est que quelque part les Bâlois se sentent beaucoup plus trinationaux que les Genevois ne se sentent binationaux. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Alors, qu'est-ce qui porte cette identité transfrontalière? C'est peut-être pas vraiment les travailleurs frontaliers, quelque part, qui, même s'ils traversent la frontière tous les jours, ne sont pas forcément des bons catalyseurs de cette identité transfrontalière, parce que justement, précisément, ce sont des grands mobiles et que tous les travaux qu'on a pu mener, nous, d'autres, sur les grands mobiles montrent que ce sont des personnes qui ont des difficultés souvent à déployer des réseaux de sociabilité du côté du travail, mais aussi du côté de leur vie privée parce qu'ils manquent de temps. En fait, ils se déplacent sur des temps importants au quotidien et donc, quelque part, ils ont des difficultés à générer et déployer ces réseaux-là. Il y a des achats, bien sûr, mais ce n'est pas nécessairement eux non plus qui vont être les meilleurs catalyseurs d'identité transfrontalière. C'est peut-être un peu plus les loisirs, les sociabilités transfrontalières. Malheureusement, en ce moment, avec le Covid, ce sont des mobilités qui ne se font pas ou plus, ou peu en tout cas. Il y a bien sûr des mobilités résidentielles qui existent, elles sont encore limitées. On avait mené un travail à l'EPFL sur les modes de vie résidentiels et puis on avait pu observer justement que les Genevois, globalement, avaient une très faible appétence à un déménagement côté français de la frontière, voire même une opposition très forte. Et donc, au-delà de ça, c'est évidemment tout un effort de coopération interinstitution, interentreprise. C'est quelque chose d'important. Et puis, on est en ce moment en train de vivre un de ces exemples-là, qui sont des porteurs finalement de quelque chose qui doit être au-delà d'un simple soutien de la mobilité transfrontalière, puisque, et je vais finir là-dessus, la mobilité n'est jamais une fin en soi, ne doit jamais être pensée comme une fin en soi, elle est au service de quelque chose qui doit être plus grand, plus fort, plus important. En l'occurrence, on peut se demander si c'est la coopération transfrontalière, si c'est une identité transfrontalière, si c'est une qualité de vie dans un espace transfrontalier. Mais tout ça, c'est quelque chose à réfléchir ensemble, et je pense que c'est utile quand on parle de transport et mobilité d'avoir ça. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette expression très intéressante sur le comportement et les réactions des citoyens et notamment des périphrontaliers en particulier. On y reviendra peut-être, j'imagine. Sans transition, on passe peut-être à la parole à M. Beauvais, à moins que tout de suite, dans les intervenants, il y a quelques-uns parmi vous, 5 et 6, qui souhaitiez réagir aux 2 premières interventions. Oui, Monsieur Le Tessier, par rapport au prix des billets, parce que c'est effectivement une affaire très intéressante. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on essayait de mettre au point effectivement un billet commun à la France et à la Suisse pour emprunter nos transports. Bon, moi, j'ai repris ce dossier-là il n'y a pas très longtemps, il y a à peine un an, par rapport maintenant la communauté tarifaire qui s'appelle Léman Pass maintenant. Et donc, moi, on m'a expliqué effectivement la complexité d'être arrivé en fait à faire d'avoir trouvé un compromis, parce que c'est bien un compromis qui a été trouvé entre toutes les collectivités, donc la région, les TPG, le canton de Genève, Annemasse-Saguenay, etc. Et donc, ça a été d'une complexité telle que voilà, on y est quand même arrivé. Alors, il y a encore du chemin à faire, effectivement, notamment avec la région Rhône-Alpes qui souhaite développer encore un peu plus cette activité tarifaire. Mais voilà, je pense que dans toute négociation, il y a un compromis et ça a bien fait l'objet d'un compromis global, voilà, pour rester très politique.
Merci, Monsieur Le Tessier. Monsieur Pascal Beauvais, on vous laisse la parole. Merci, monsieur le professeur. Je crois que mon préopinant a donné une analyse assez claire. Les choses simples sont compliquées, longues à mettre en place et très difficiles. Finalement, ce qui est le plus facile, c'est réaliser des infrastructures. Pourquoi? Parce qu'il y a très vite une forte unanimité politique. Finalement, construire quelque chose qui est visible, et puis à la fin, la finalité, c'est couper le ruban, ça plaît beaucoup, et on trouve un large soutien politique. Quand on arrive à des choses plus opérationnelles, comme par exemple la politique tarifaire, ben, il faut 20 à 30 ans pour réussir à unifier les théories et, comme l'a dit M. Ravalet, c'est souvent un mauvais compromis qui émerge. Ce n'est pas une bonne solution. Pourquoi? Parce que les cultures sont très différentes. On dit les infrastructures, c'est facile. Rappelons qu'en Europe, si on a un écartement unifié pour le chemin de fer, d'un pays à l'autre, ce sont les normes sécuritaires, ce sont les normes techniques qui ne sont pas les mêmes. Elles sont quasi impossibles à marier, puisque les gens considèrent, à tort ou à raison, je ne me prononcerai pas sur ce point-là, que le principe de territorialité prévaut. Ce qui a comme objectif que chaque frontière, c'est un obstacle à des relations qui les traversent. M. Varlet a brièvement décrit les bases académiques qui permettent de quantifier tout cela. Moi, je suis quand même sidéré, ça fait 25 ans que je travaille pour des AOT. La difficulté qu'il y a pour essayer de marier des cultures, et le pire de tout, c'est la culture du travail. Entre la France et la Suisse, le principal obstacle n'est évidemment pas la technologie, les rails sont les mêmes, les courants sont variables et on a relevé avec justesse qu'on avait du matériel bicourant qui était capable d'assurer un service de qualité sur le Léman Express. Mais la primauté du politique sur les choix techniques est quelque chose de désastreux pour la qualité des transports. Le meilleur exemple, c'est en créer un Léman Express avec 2 flottes de matériel roulant, incompatibles entre elles. Quand une rame tombe en panne, la rame de l'autre constructeur ne peut pas la dépanner, elle n'a pas le même attelage. C'est un désastre. Investir l'argent public pour l'utiliser aussi mal, c'est le signe d'une mauvaise coopération. Cette coopération n'a qu'une seule chose à faire, c'est évoluer. Mais en 100 ans, rappelons que le début du Léman Express, c'était un accord international de 1912 qui est entré en vigueur 110 ans plus tard, pas tout à fait. Et c'est ça la base qui scie le développement de bonnes communications. Le seul endroit où ça se passe bien, c'est l'automobile. Pourquoi? Parce qu'une infrastructure routière, c'est très proche d'une infrastructure ferroviaire, c'est aussi très facile à mettre en place. Et puis après, ben c'est du transport individuel, alors que le transport public, en général du transport collectif, avec des normes strictes qui sont nécessaires à la bonne qualité et à l'exploitation. Mais le résultat, c'est que chaque pays s'accroche à ses principes pour essayer de mettre en place quelque chose qui convient bien à lui et puis pas aux voisins. Ça me désole, c'est à titre strictement personnel que j'exprime ce point de vue. Et puis l'autre élément, c'est les cultures d'entreprise. Que dire d'un pays où lorsqu'on inaugure le Léman Express, c'est accompagné par 6 à 8 semaines de grève d'un des 2 côtés de la frontière pour montrer l'efficacité de développer des nouvelles modes de liaison. C'est juste scandaleux. C'est toujours un avis personnel que j'exprime. Voilà un peu le retour d'un praticien. Donc, marge de progression il y a. Créer une chaire qui s'accroche à essayer de trouver comment lisser ses problèmes, écrêter les soucis pour arriver à une meilleure convergence, je pense que c'est une voie nécessaire. Par contre, dire que ça sera efficace dans moins de 15 ans, j'aimerais bien me tromper. Voilà, M. Varlet. Oui, pardon. Est-ce qu'un des intervenants veut réagir? Pas de réaction pour l'instant. D'accord avec moi, ça m'étonne. En tout cas, merci beaucoup, M. Beauvais, pour votre clarté, votre franchise et votre côté provoquant aussi de temps en temps. C'est parfait. Merci bien. On passe la parole maintenant à deux opérateurs de réseau. Tout d'abord, M. Dubois d'ATMB, qui
va évoquer la question des projets et des réalisations faites par sa société en matière transfrontalière. Je lui laisse la parole. À vous, Monsieur Dubois. Oui, monsieur, merci beaucoup de me donner la parole et encore une fois, merci de m'inviter à ces échanges très intéressants. Alors, donc effectivement, moi je vais prendre la parole en tant qu'autoroutier et donc opérateur de véhicules polluants. Mais pour autant, j'espère que j'arriverai à vous montrer qu'on a pris conscience depuis un certain nombre de temps d'une nécessaire évolution de d'autres modèles économiques, et non seulement économiques, mais en tant qu'acteur de la mobilité, il nous faut réfléchir avec d'autres pour accompagner un développement, j'allais dire, innovant et responsable du territoire. Alors, ATMB, je ne vous apprends rien, c'est 75 000 déplacements quotidiens entre la France et la Suisse qui s'opèrent entre Bardonex et Valar. Et donc, à ce titre, on est évidemment très concerné par la problématique du jour. Ce que je voudrais vous dire déjà, c'est que ces 75 000 déplacements transfrontaliers, concrètement, c'est de la congestion, voire de la saturation de nos réseaux. Et qu'à ce titre-là, d'aucuns pourraient penser que l'on s'en réjouit, mais ce n'est pas le cas. Je suis moi directeur d'exploitation d'un petit réseau dont les sections urbaines à l'approche de Genève sont saturées, ce qui nous pose des problèmes en matière d'entretien, en matière de sécurité et de qualité de service, puisque de toute façon, nos clients ne sont pas forcément satisfaits de l'offre qui leur est proposée dans la mesure où ils perdent beaucoup de temps dans la congestion. Et donc, partant de ce constat-là, notre objectif à nous est de participer à un mouvement général de diminution de cette congestion et de diminution des volumes de trafic qui sont relevés aux approches du Grand Genève. De toute façon, on a quasiment une obligation d'aller dans ce sens-là, dans la mesure où, si vous voulez, on pourrait penser à éventuellement élargir l'autoroute, à augmenter la capacité de nos infrastructures à absorber un trafic qui ne cesse de croître depuis maintenant plus de 20 ans. Or, les capacités d'élargissement de l'infrastructure sont inexistantes, ou quasiment, et quand bien même elles le seraient, je pense que je ne vous étonnerai pas en vous disant que ce n'est pas à l'agenda. Aujourd'hui, l'autoroute, et on peut le comprendre, est considérée comme un accélérateur du recours à la voiture, un aspirateur de trafic. Et donc, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, aller élargir, en tous les cas des autoroutes existantes, qui desservent, qui pénètrent dans l'agglomération genevoise, nous semble probablement, si ce n'est à nous, en tous les cas à nous, décideurs, relever d'une autre époque. Alors, dans ce contexte-là, quelles sont nos ambitions et quelle est notre politique et notre vision à court, moyen terme? Je dis court parce que l'on fait déjà des choses et ces choses, on souhaite les intensifier. La première des choses, c'est que nos États ont pris des engagements en termes de qualité de l'air, en termes de réchauffement climatique et en termes de décarbonation des déplacements. Et donc, nous, en tant qu'opérateurs publics, on se doit de s'inscrire dans cette démarche. Et donc, très clairement, notre politique générale de développement va se situer de plus en plus autour de ce qu'on pourrait appeler la décarbonation de la mobilité et des déplacements. Alors, comment arriver à cette décarbonation en ce qui nous concerne? La première des choses, la plus simple, c'est de diminuer le nombre de véhicules qui empruntent nos infrastructures. Alors, comment faire? On en a un tout petit peu parlé avant. Le covoiturage, évidemment. Si là où 3 véhicules sont remplacés par un seul parce que leurs occupants se regroupent pour covoiturer, on arrivera partiellement, en tous les cas, ça y contribuera à atteindre cet objectif. Donc, sur le covoiturage, je ne vous apprends rien. On a construit, on va encore construire des parkings de covoiturage aux interfaces avec notre réseau. On a réalisé une première expérimentation sur la douane de Valar de voies dédiées aux covoitureurs. Cette expérimentation se poursuit et devrait être pérennisée, très vraisemblablement, et on est en train d'étudier avec nos amis suisses comment on pourrait, de chaque côté de la frontière, de la plateforme douanière de Bardonex, aménager aussi une voie de covoiturage au niveau de Bardonex. Le covoiturage, c'est aussi pour nous des offres tarifaires privilégiées.
ou plus exactement un système de subvention, puisque avec nos collègues du pôle métropolitain du Genevois français et un opérateur de covoiturage qui s'appelle Flaxit, nous soutenons et nous subventionnons des déplacements qui se font par covoiturage et pas exclusivement sur l'autoroute, j'insiste. C'est tous les déplacements qui ont pour extrémité origine-destination le pôle métropolitain du Genevois français qui se voit avec la collectivité locale et ATMB subventionnée. Et on espère bien pouvoir, on va rentrer dans des discussions prochainement avec d'autres collectivités locales pour pouvoir étendre ce périmètre et faire en sorte que le covoiturage puisse être aidé financièrement à une échelle plus grande que le pôle métropolitain du Genevois français. Et on pourrait d'ailleurs imaginer, mais ça n'engage que moi, que des discussions puissent aussi se tenir sur le sujet avec nos amis suisses. Voilà. Alors, moins de véhicules, c'est aussi un recours privilégié et certainement là à développer beaucoup plus fort qu'actuellement des transports collectifs. Aujourd'hui, l'autoroute est finalement peu utilisée par des bus, par des autocars, par des lignes régulières. Alors, faute de lignes régulières, mais aussi faute d'infrastructures sur l'autoroute, puisque aujourd'hui, alors les mentalités changent et notamment nos dirigeants, notre concédant commencent à concevoir qu'on puisse effectivement aménager des arrêts de bus sur autoroute, plus exactement au niveau des aires de repos, des aires de service ou des points d'échange pour faciliter le transit de lignes régulières d'autobus. Donc là aussi, ça participerait grandement à diminuer le nombre de véhicules sur l'autoroute et ce faisant atteindre partiellement, contribuer à la décarbonation que nous souhaitons atteindre. Une autre façon de décarboner, on a parlé de la diminution du nombre de véhicules, c'est aussi d'inciter à des usages plus vertueux et plus propres de l'autoroute. Et là, je cite notamment des choses qui sont en train de bouger et notamment qui ont été initiées à ATMB au niveau de la modulation tarifaire pour des véhicules propres. Depuis maintenant plus de 2 ans, nous expérimentons un produit qui s'appelle Mobilitis et qui propose une réduction de 80% du tarif de péage pour les véhicules électriques. Bon, c'est quand même pas rien. Et quand je vous dis que c'est pas rien, c'est qu'aujourd'hui, nous avons quand même plus de 600 abonnés qui bénéficient de cette tarification extrêmement bénéficiaire dès lors que le bénéficiaire justement de cet abonnement nous montre la preuve qu'il véhicule bien un véhicule 100% électrique. Donc voilà la première grande tendance, c'est autour de la décarbonation. Aussi étonnant que cela puisse paraître, mais je vous l'ai expliqué, aujourd'hui nos réseaux sont saturés et l'exploitant que je représente, que je suis aujourd'hui, pour les raisons invoquées, prend conscience, et cela fait un certain temps, que nous devons diminuer ce nombre de véhicules, faute de quoi nous irons dans le mur. Après, il y a une deuxième dimension sur laquelle j'aimerais aussi insister aujourd'hui, puisque finalement, lorsque nous sommes exploitants d'un réseau autoroutier comme celui exploité par ATMB, l'exploitation, qu'est-ce que c'est? C'est finalement 3 choses. C'est le maintien de la viabilité. Bon, ce n'est pas le sujet du jour. Faire en sorte que les infrastructures que nous gérons soient tout le temps viables. C'est la gestion du trafic et c'est aussi ce qu'on appelle l'aide au déplacement. Et c'est là peut-être qu'il y a aussi une nouvelle approche à avoir. Pendant, je pense, très longtemps, les autoroutiers, notamment nous-mêmes, par déplacement, nous entendions déplacement autoroutier. Or, je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas le seul à le penser, la notion de déplacement, en fait, doit comment dirais-je, s'appréhender dans une dimension potentiellement multimodale. Dit autrement, on peut tout à fait imaginer que des gens qui vont travailler sur Genève ou sur le Grand Genève puissent partir de chez eux pour rejoindre un parking de covoiturage, emprunter l'autoroute sur une partie de leur déplacement et puis se reporter sur un hub multimodal, que sais-je, une gare du Léman Express, que sais-je, peut-être un autre système de transport collectif ici ou là. Et en tous les cas, ce que je voulais vous dire, c'est que nous, en tous les cas, autoroutiers, outre l'aménagement d'infrastructures en entrée ou en sortie, voire sur nos infrastructures, je parlais d'arrêt de bus, je parlais de parking de covoiturage, de parking relais, on est aujourd'hui à la recherche et on est en contact avec certaines collectivités. Il y a des premiers contacts avec Archamps, il y a d'autres contacts avec Nangy, où on essaye d'aller aménager ou identifier en tous les cas des possibilités
sur le plan foncier pour voir s'il serait possible d'aller aménager vraiment des parkings, non pas de covoiturage, mais ce qu'on appellerait des hubs multimodaux, où si vous voulez, vous pourriez passer de l'autoroute à un vélo électrique, que sais-je, à un bus, que sais-je, à peut-être d'autres modes doux, pour rejoindre soit une gare, soit éventuellement votre destination finale, mais ça me semble marginal. Et ce faisant, faire que le déplacement routier ou autoroutier, et donc en tous les cas voiture, puisse ne pas forcément aller du point A au point B, c'est-à-dire de l'origine et de la destination, mais que ce soit qu'une seule partie, une fraction du déplacement qui soit opérée sur autoroute. Donc pour cela, il nous faut travailler avec les différents acteurs de la mobilité. On a, nous, la possibilité de plus en plus facilement d'aller donner de l'information trafic pour aller rejoindre, que sais-je, la prochaine gare, pour aller rejoindre, que sais-je, le prochain arrêt de bus, parce que les systèmes de remontée d'information trafic ont nettement évolué, et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais aujourd'hui, on est en capacité, depuis le réseau ATMB, d'aller donner un temps de parcours sur Annecy, qui n'est pas chez nous, sur Bourg-en-Bresse, qui n'est pas chez nous. Demain, on le fera sur Palexpo, ce n'est pas chez nous, parce qu'avec ce qu'on appelle le floating car data, la remontée d'informations en fait, des véhicules, on est en capacité de donner du temps de parcours pour aller à peu près partout. Et donc, on se dit que l'autoroute pourrait être un moyen fantastique d'aller donner de l'information sur d'autres pôles destination qui desservent d'autres modes de transport, et ainsi favoriser, j'allais dire, un schéma de déplacement à l'échelle transfrontalier, à l'échelle franco-genevois, franco-suisse, qui s'appuie sur différents opérateurs et qui ne consacre pas uniquement la voiture, encore une fois, depuis le point de départ jusqu'au point d'arrivée. Voilà. Alors, j'espère ne pas avoir été trop long. J'aurai peut-être des questions, j'y répondrai bien volontiers. Mais voilà, en tous les cas, les choses sur lesquelles nous travaillons d'ores et déjà et sur lesquelles nous avons des premiers résultats, mais sur les tendances, en tous les cas, sur lesquelles nous souhaitons intensifier nos projets de développement au bénéfice du territoire et au bénéfice des gens qui y habitent, bien évidemment. Allô ? Désolé, il faudrait que le micro était coupé, avec toutes mes excuses. Je disais oui, merci Monsieur Dubois, et merci pour ces informations d'une société d'autoroute un peu particulière, et par son statut bien évidemment, mais aussi par les actions qu'elle entreprend et la volonté politique justement d'intégrer la durabilité dans ses actions, plutôt que de chercher à avoir le maximum de trafic pour faire le maximum de rentrée d'argent. Donc ça, c'est une version intéressante, et tous les exemples que vous montrez vont dans ce sens. Merci à vous. Je me permets d'intégrer peut-être cette fois-ci une question de Monsieur Stéphane Degeorges, qui dit: serait-il envisageable d'imaginer un train sur route, c'est-à-dire un transport collectif avec le confort du train, qui utilise une voie de l'autoroute, manière d'optimiser les infrastructures existantes? Et plus tard, il complète sa question de pourquoi les autoroutiers ne proposeraient-ils pas des services d'autopartage, un service d'usage voiture interconnecté avec les gares ferroviaires. Vous en avez parlé un tout petit peu à la fin. Si vous pouvez assez brièvement répondre à l'une ou l'autre de ces deux questions. Merci à vous. Alors, je vais peut-être commencer par la deuxième question. Le propos, effectivement, est pertinent, et nous-mêmes, nous avons commencé un petit peu à y réfléchir dans le cadre de ce qu'on a appelé un challenge innovation chez nous, où on se dit finalement, on crée du parking de covoiturage, mais est-ce qu'on n'y mettrait pas à disposition aussi des véhicules, et pourquoi pas des véhicules électriques pour le coup, ou demain peut-être ou après-demain hydrogène, qui pourraient être partagés et mis à disposition à nos clients, nos usagers. Donc, c'est effectivement des choses auxquelles on commence un petit peu à réfléchir. Dans la question, il y a une nouvelle dimension en lien avec des opérateurs de transport collectif. Pourquoi pas, c'est tout à fait intéressant. Je retiens cette proposition, et ça fait, à mon avis, partie des choses sur lesquelles on pourrait aller creuser un peu plus loin. Pour ce qui concerne la première question, qui est un petit peu plus, comment dirais-je, alors, j'allais dire, on est presque dans la science-fiction, mais non. Aujourd'hui, il y a des autoroutiers qui ont commencé à le faire. Nous-mêmes, on y réfléchit sur la zone entre Archamps et Barnenex à consacrer des voies dédiées au transport collectif. Bon, alors, ce n'est pas encore des trains, ce sont des bus, mais c'est un début. Après,
certains rêveurs, mais parfois les réalités, les plus belles réalisations viennent des meilleurs rêveurs. Il est clair qu'une autoroute, c'est une emprise au sol, et que de cette emprise au sol, qui de fait est un site propre, on pourrait tout à fait imaginer, en tous les cas conceptuellement, je ne peux pas dire que ce soit impensable, d'aller, que sais-je, transformer une partie, alors soit en accotement, soit pourquoi pas en terre-plein central d'une autoroute, en une voie de train ou de tramway rapide ou de transport collectif en site propre à haute performance. Ce sont des choses qui peuvent être imaginées. Après, la réalité technique est parfois compliquée, et donc je ne vais pas vous dire aujourd'hui qu'il y a qu'un faucon, mais s'interdire de penser ça me semble être une erreur. De la même façon qu'on pourrait penser que si c'est pas à même le sol, on pourrait ériger, que sais-je, des pylônes sur un terre-plein central et y faire des transports par câble ou des transports qui se font en hauteur. Enfin voilà, toutes ces choses-là ont, à mon avis, leur place dans une réflexion. Merci, Monsieur Dubois. On passe la parole à Romain Combe, qui lui intervient en complément de votre intervention sur un autre point, sur les écomobilités plus précisément. Romain, pardon. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Voilà. Alors, il faut que j'arrête. Est-ce que vous voyez mon écran partagé normalement? Oui, très bien. Très bien. Voilà. Oui, alors effectivement, je vous remercie, Monsieur Varlet, là aussi de m'avoir invité. Effectivement, c'est extrêmement intéressant. Alors, il y a déjà un certain nombre de choses que j'ai entendues que je vais essayer de redire différemment pour pas que ça fasse redite. Et donc, l'objet de mon intervention, c'est vraiment de se poser la question en quoi la coopération transfrontalière, c'est à la fois parfois une limite et puis aussi une opportunité pour développer ces écomobilités. Alors, en certains points, et on va voir lesquels assez rapidement, le fait de développer l'écomobilité, c'est plus qu'en genevois au sens historique du terme, j'ai envie de dire, en quoi ça peut être une gageure. Alors, si on regarde un petit peu les choses, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se pose les questions qu'on est en train de se poser, ce qui nous réunit tous, j'ai envie de dire, c'est quand même véritablement qu'il y a une dynamique en cours, une dynamique qui s'organise autour du travail frontalier. Alors, on ne va pas en Suisse ou en France, inversement, uniquement pour travailler. On a des déplacements liés aux loisirs, des déplacements liés à d'autres usages, au tourisme, bien sûr, mais quand même, au quotidien, ce qui structure l'activité des réseaux, quels qu'ils soient, de tous les modes de déplacement, c'est quand même la dynamique du travail frontalier. Et on voit que cette dynamique, c'est une dynamique de pieuvre qui progresse de manière concentrique à partir de Genève, à partir de l'agglomération du canton de Genève, vers le sud, sur le département de la Haute-Savoie, de l'Ain, et sur la Haute-Savoie, on voit que la carte se prolonge quasiment jusqu'en Savoie, avec ce développement quasiment croissant du travail frontalier qui ne connaît pas, contrairement à certaines crises économiques qu'on a pu vivre, malgré certaines crises économiques même qu'on a pu vivre en France, qui ne connaît finalement pas véritablement de ralentissement ou d'arrêt depuis maintenant une vingtaine d'années. Excuse-moi, Romain, juste, est-ce que tu pourrais te mettre en plein écran? Parce qu'en fait, là, on voit la diapositive suivante et du coup, la diapositive principale est trop petite. Pardon, je vais… changer d'écran, peut-être. Pardon. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, parfait, merci. Merci. Et face à ces dynamiques que je viens de décrire brièvement, finalement, là, et ça a été souligné par Pascal Bovet, la seule réponse qu'on a véritablement, qu'on a, j'ai envie de dire, en temps et en heure, c'est-à-dire au moment où la demande de déplacement arrive, la seule réponse qui vient spontanément, c'est l'offre routière. On a l'exemple très, très concret, il y a 10 ans, de l'inauguration de la Liane, entre Annecy et Genève, où on vantait deux métropoles à moins de 30 minutes, enfin une agglomération et une métropole à moins de 30 minutes. Et d'ailleurs, j'en profite pour souligner, suite à la question qui a été posée précédemment, que finalement, quand on parle de trains sur autoroute, on peut se poser la question s'il y a une décennie, on n'aurait pas pu au moins sur cette liane prévoir la plateforme qu'aurait permis peut-être dans 10 ans ou dans 15 ans de venir insérer un mode lourd. Et ce train sur autoroute, finalement, la question aujourd'hui, elle ne se pose pas tant par l'aspect technique que par l'aspect de l'emprise. C'était probablement facile à réaliser au moment de la construction de l'autoroute, c'est beaucoup plus difficile.
Et si on avait dû, en décembre 2019, faire ce même article pour l'inauguration de l'Élément Express, eh ben, on aurait parlé d'une liaison Annecy-Genève à 1h30 et non pas en 30 minutes. Et on voit là la concurrence entre les modes qui s'installent. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, eh ben, l'Aliane a fait ce fameux appel d'air. Hein, et cet appel d'air s'est traduit par évidemment une explosion de la fréquentation sur l'autoroute A41 Nord, entre le nord de l'agglomération d'Annecy et Genève. Et donc, c'est maintenant au tour de ce barreau de l'A41 Nord d'être triplé, c'est-à-dire qu'on va passer à 3 voies de part et d'autre, dans les 2 sens de circulation. Et finalement, cette logique, elle est assez paradoxale, puisque finalement, on peut se poser la question du point de rupture, c'est-à-dire jusqu'à quand on ne pourra plus augmenter ses capacités routières. Et il y a quand même une question aujourd'hui, c'est la question de la frontière. C'est-à-dire que la frontière reste pour l'instant un point dans lequel, en quelque sorte, on limite, on bloque le passage par définition pour contrôler ce passage-là. Et donc, on peut augmenter l'infrastructure routière, autoroutière en amont. À un moment donné, on aura une limite qui, pour l'instant, semble demeurer, tant qu'on n'a pas d'autres moyens de contrôler les déplacements, c'est la question de la frontière. Alors, cette question de la multimodalité, cet enjeu de la multimodalité, de la diversification modale, il se pose également en termes de gouvernance. Et en ce sens, hein, ces difficultés de gouvernance, on le voit très bien à travers l'exemple des parkings relais. Cet objet d'intermodalité, de multimodalité par excellence, qui peut apparaître une solution relativement simple à mettre en œuvre, à condition qu'on se mette d'accord sur le financement. Hein. Vous voyez sur le référendum de 2014, hein, où il était question que la Confédération, enfin en tout cas que un certain nombre d'impôts suisses permettent de payer des parkings relais en France. Vous voyez que ça a été très controversé de l'autre côté de la frontière. Et puis, au-delà de cette question du financement, il y a la question de l'implantation stratégique, c'est-à-dire que ces parkings relais, il faut qu'ils soient relativement en amont des congestions pour être assez pertinents, pour qu'on décide de s'y arrêter. Et ensuite, il faut qu'à partir de ces parkings relais, on a des modes d'accès rapides, efficaces, en site propre, vers le cœur de la métropole. Et donc, la combinaison des 2 paramètres, c'est-à-dire relativement en amont de la congestion, mais connecté à des infrastructures assez pertinentes pour accéder rapidement au cœur de ville, font que finalement la logique d'implantation est complexe. Puis un dernier point qui est extrêmement important, c'est la question de la gouvernance. Ces parkings relais, si on ne les traite pas à une échelle, on parlait tout à l'heure en introduction du pôle métropolitain, si effectivement on ne les traite pas au moins à cette échelle-là, on va avoir des phénomènes d'effet de bord, c'est-à-dire que par un système de jeu de tarification, on va avoir des parkings relais qui vont exploser là où d'autres seront vides. Et de ce point de vue-là, il y a un vrai enjeu de gouvernance de ces parkings relais. Récemment, on est allé voir avec les étudiants du Master Titus un parking relais d'une gare Léman Express qui est probablement une des gares françaises qui aura le plus grand succès lorsque la situation sera revenue entre guillemets à la normale. Et le parking relais qui a été construit n'a aujourd'hui aucune restriction d'accès, ce qui pose vraiment la question de sa gestion à moyen terme. Alors, malgré ce constat un petit peu... Oui, malgré ce constat un petit peu pessimiste que je vous avais présenté jusqu'à maintenant, on voit quelques opérations à succès perfectibles, on l'a vu par les précédentes interventions. Je retiens l'Élément Express, ce projet centenaire devenu réalité. Ce qui m'intéresse dans l'Élément Express, c'est quand la première convention a été signée en 1880 entre la France et la Suisse, finalement, il y avait déjà l'idée d'un exploitant unique et cette idée a perduré jusqu'à sa mise en service avec la création de l'EMANIS et cette exploitation unique du réseau. L'autre sujet, c'est la question d'intégration tarifaire. On en a déjà parlé tout à l'heure. Uniréseau, c'est déjà 20 ans. Je voudrais simplement souligner, malgré les imperfections qui ont été soulevées tout à l'heure, que l'intégration tarifaire sur l'agglomération d'Annecy avec ses voisins, c'est quelque chose qui a commencé à se faire il y a 4 ou 5 ans. Donc, en périmètre frontalier, là où ça peut paraître plus compliqué, cette complexité a stimulé en quelque sorte les énergies et a permis de créer des choses bien avant des territoires franco-français, au sein même des territoires d'agglomération franco-française. Et puis, je ne reviens pas dessus, hein, la voie de covoiturage de Valar, qui est là aussi encore une vraie ouverture de la frontière à la multimodalité, avec cet essai tout à fait innovant qui, depuis, a été dupliqué par d'autres agglomérations françaises. Je voudrais simplement ouvrir en se disant, si on essaye de prendre un petit peu le retour de chacune de ces expériences pour voir comment on pourrait appliquer, comment on pourrait proposer un système intéressant au niveau des développements des modes actifs du vélo, de ce qu'on appelle l'écosystème vélo. On pourrait dire qu'il y a 4 points importants pour construire cet écosystème transfrontalier. Il y a la question des infrastructures, avec la coordination de la planification des infrastructures, qui sont aujourd'hui à l'échelle des EPCI, voire même à l'échelle des communes du côté français.
Il y a la question de l'homogénéité de la marque vélo sur le territoire, qu'on prenne des vélos de la même couleur, sur la même plaquette de communication à Genève, à Saint-Genis-Pouilly, à Bellegarde et à Bonneville. Et puis, il y a la question des modes d'exploitation qui pourraient rester propres à chaque territoire, mais qui devraient alors présenter un socle d'interopérabilité minimale des services, avec notamment la question de la billettique, de l'ouverture des consignes et des gammes de tarifs qui font qu'on arrive peu ou prou à louer un vélo, à utiliser un mode de déplacement actif pour le même prix de part et d'autre de la frontière. Voilà pour moi. Merci Romain pour cette intervention sur ces aspects plus récents et ces suggestions en matière de coopération. Très intéressant aussi. Maintenant, on va passer la parole à Kevin Sutton qui va amener un éclairage venant d'ailleurs, non pas du franco-suisse, mais du côté Italie-Autriche, avec l'exemple du Brenner. Alors pourquoi évoquer cette affaire-là? Parce que justement, ce qui s'est passé là-bas pourrait peut-être donner des idées côté franco-suisse, bien sûr avec des modalités de transposition à trouver. Mais Kevin nous présente ça. À toi, Kevin. Merci, Jean. Alors, en effet, on va faire un petit transfert un peu plus vers l'Est dans l'arc alpin pour se centrer sur cette question entre Tyrol et Tyrol du Sud, avec cette idée de composer avec les frontières pour dessiner des continuités territoriales. Et on va jouer beaucoup sur cette dimension de composition, continuité, et on verra que construire des continuités, c'est aussi, comme Jean l'a présenté dans sa présentation préalable, composer et jouer avec des discontinuités. Alors, tout d'abord, un petit retour sur justement ce cadre territorial. On est dans le contexte d'une eurorégion, cette eurorégion Tyrol, Sud-Tyrol, Trentino, à cheval donc entre Autriche et Italie, qui rassemble, en ce qui nous concerne par rapport aux thématiques transport-mobilité, 3 autorités organisatrices de transport pour le Land Tyrol en Autriche, le Sud-Tyrol, province autonome du coup du Haut-Adige ou Sud-Tyrol, et la province autonome de Trento. 3 entités à compétence régionale, 3 autorités organisatrices et 3 communautés tarifaires dont les logos vous sont présentés ici, et gardez-les en mémoire car on va les remobiliser après. Des problématiques transfrontalières, au moins 2 dans ce que nous allons mobiliser aujourd'hui. 2 entre Tyrol et Tyrol du Sud, principales, lorsque l'on prend la dimension ferroviaire, une au niveau du col du Brenner, peut-être la plus connue, et une seconde que l'on oublie souvent et qui pourtant va jouer un rôle très important, c'est au niveau du Pustertal, ici, entre cette partie du Tyrol, le Tyrol oriental, et justement l'Est du Tyrol du Sud. Ces 2 problématiques transfrontalières qui, du coup, peuvent se combiner dans une problématique de continuité territoriale lorsque l'on change d'échelle. La problématique de la continuité territoriale entre les 2 parties, justement, du land autrichien du Tyrol, qui, en partie pour la desserte, notamment ferroviaire, nécessite de passer, justement, par le territoire et par le réseau du Sud-Tyrol. Innsbruck-Lienz nécessite, du coup, de basculer par le côté italien, formant historiquement ce que l'on appelait le système corridor, avec le Korridorzug, c'est-à-dire un train direct, en fait 3 trains directs par jour qui reliaient Innsbruck à Lienz, le cœur du Land à sa périphérie, et qui, à compter du 14 décembre 2013, disparaît au service d'un renforcement d'un système régional sud-tyrolien, et ça va être un petit peu le nœud de notre, de l'histoire que l'on va essayer de décrypter ensemble. Et voyez du coup le changement d'échelle du système régional du Sud-Tyrol, qui avant 2013 s'inscrivait essentiellement dans les limites territoriales du Sud-Tyrol, et qui, on le voit à partir de 2013, déborde pour aller jusque du côté de Lienz. Et là, vous retrouvez une illustration du coup d'un des petits schémas proposés par Jean Varlet
précédemment. Composer, du coup, avec les discontinuités pour composer les continuités. Car du coup, comment composer justement cette continuité entre les deux morceaux du Tyrol autrichien par-delà la disparition de ce service direct? Eh bien, ça va nous amener à considérer le rôle des nœuds et l'importance d'appréhender les situations par la nodalité. Et dans le cas que nous voyons, en fait, tout va reposer sur l'agencement de deux nœuds. Le nœud frontalier du col du Brenner et de la ville de Brennero, qui est un nœud de connexité, c'est-à-dire que la particularité, c'est que l'axe du Brenner, qui s'étend sur 3 États, Allemagne, Autriche, Italie, présente la particularité d'une gestion qui cherche à optimiser la continuité des créneaux de circulation, des sillons. Et vous voyez ici, je vous ai tracé sur cette petite horloge, les sillons voyageurs, vous voyez qu'ils sont très organisés, avec en gros entre 10 et 13 minutes d'attente au col du Brenner pour passer de l'espace circulatoire autrichien à l'espace circulatoire italien ou vice-versa. Donc ici, fondé sur la connexité, c'est-à-dire que l'on prend deux morceaux séparés par la frontière, mais on fait en sorte de construire une continuité fonctionnelle. Fortezza, que l'on retrouve du coup ici, et que vous voyez qui est en fait le nœud qui connecte cette dorsale de l'axe nord-sud du Brenner à cette ligne du Pustertal, qui va lui être un nœud plutôt de connectivité au service de la transfrontaliérité justement de ce système de transport tyrolien, en organisant, dans le contexte justement de la disparition de mon corridor Zug, eh bien, un système de correspondance fondé sur un cadencement, mais un cadencement non pas en soi premièrement transfrontalier, mais un cadencement régional mis au service d'un projet transfrontalier avec des séquences, voyez, de correspondance très resserrées, optimisées. Alors, voyons le nœud en fonctionnement. Petite photo, on est sur la gare de Fortezza-Franzenfest, si je le dis en allemand. Qu'est-ce que l'on constate? On voit deux trains régionaux qui arborent du coup la livrée régionale du Tyrol du Sud. Et on voit ici un train tracté, une rame tractée des chemins de fer autrichiens, qui est en fait un Eurocité qui assure une liaison sur l'axe du Brenner. Et en fait, déjà avec cela, eh bien, on voit ce nœud en fonctionnement, ce nœud qui combine dans la même séquence deux échelles d'échange. Tout d'abord, un nœud régional interne au système du transport de la province autonome du Sud-Tyrol, entre du coup ce train régional qui fait Merano-Brennero, si je reviens ici, en fait, cette ligne-là ici, qui va être en contact ici avec le train régional qui va partir vers Lienz. Et au centre, ce train qui arrive du nord et qui va du coup lui aussi être en correspondance immédiate avec ce train régional qui va venir vers Lienz, permettant ainsi de connecter eh bien, Innsbruck à Lienz, moyennant cette correspondance, et du coup en démultipliant les possibilités de correspondance. Alors ce fonctionnement du nœud, très bien, mais il a été abordé avec les intervenants précédents, l'importance des acteurs. Et justement, si on prend la dimension actorielle, eh bien, nous n'avons qu'à regarder sur les portières de ces deux trains régionaux, dont la livrée peut amener une idée d'unicité. Et pourtant, ce train qui assure la liaison interne au Tyrol du Sud, donc entre Merano, Bolzano et Brennero, arbore quoi? Le logo de la communauté tarifaire du Sud-Tyrol. Un opérateur, Trenitalia, et le logo de l'Eurorégion qui finance en partie ce système. Kevin, parle bien devant le micro, s'il te plaît. Comment? Parle bien devant le micro, s'il te plaît. Oui, oui. Et ce second train, du coup, qui va assurer la liaison justement vers le Tyrol oriental, qui arbore, lui, eh bien, marque de cette transfrontaliérité, les deux communautés tarifaires, celle à la fois du Sud-Tyrol, mais aussi du Tyrol autrichien, BVT, et qui arbore, du coup, qui est les deux exploitants qui se coordonnent pour exploiter cette ligne transfrontalière. Ces deux exploitants qui ne sont pas l'exploitant historique italien, l'exploitant national Trenitalia, mais un exploitant régional, SAD, et les chemins de fer fédéraux autrichiens, EBB, bien sûr en arborant toujours le logo de l'Eurorégion qui participe notamment au financement de ces rames interopérables. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va avoir un système de mobilité complexe au service d'une continuité des déplacements.
Dans les faits, j'en reviens à cela, c'est-à-dire que nous avons 3 communautés tarifaires, 3 systèmes de billettique qui coexistent pour permettre de démultiplier ces possibilités de déplacement, puisque dès la gare d'Innsbruck, vous allez avoir par exemple des valideurs pour les titres de transport relevant de la communauté tarifaire du Sud-Tyrol. De la même façon que dans le Sud-Tyrol, vous allez avoir des valideurs de titres de transport correspondant aux normes de BVT, c'est-à-dire de la communauté tarifaire du Tyrol autrichien. Cet exemple du Brenner montre que, en fin de compte, on peut concevoir des continuités sans chercher à faire disparaître les discontinuités. Et cela interroge alors cette dialectique qui a été évoquée entre le rôle du politique par rapport aux techniques et en effet la transfrontaliarité, mais particulièrement en question le rôle du politique. Quel rôle du politique entre l'encadrement, entre la définition des règles, quel rôle du technique dans cette application et la confrontation justement des cultures d'entreprise et aussi des cultures de mobilité est un paramètre qui vient clairement complexifier la vie. Je vous remercie. Merci Kevin. Est-ce que tu peux enlever le partage d'écran, s'il te plaît? Oui. Merci, voilà. Est-ce que par exemple, M. Beauvais veut réagir aux propos de Kevin Sutton? Monsieur Beauvais? J'ai écouté avec attention. Le premier différentiel qu'il y a entre la Suisse et la France, c'est 2 partenaires de la même Europe qui dialoguent. Donc, je ne dis pas que ça facilite, ça serait exagéré, ça serait faire grande gloire à l'administration de Bruxelles. Mais c'est plus facile quand on a un cadre légal commun. En Suisse, comme ça a été évoqué, on fait toujours une île au milieu de l'Europe, avec quelquefois des réflexes identitaires de type village gaulois entouré de l'Empire romain qui font qu'on n'est pas toujours très favorable en première approche à chercher des solutions. Maintenant, le modèle qui a été décrit, c'est le modèle qui peut être rendu opérationnel. Moi, j'ai écouté avec attention. La question que je me pose, c'est est-ce que, comme dans le Léman Express, on a des échanges de conducteurs à la frontière géographique entre les 2 pays, ou est-ce qu'ils ont réussi à aller plus loin que ce qu'on a réussi à faire dans Léman Express, c'est-à-dire avoir 2 flottes de matériel roulant distinctes, ou est-ce qu'on passe la frontière, on commet encore l'aberration d'échanger le personnel roulant? Kevin? Alors, dans le cadre notamment de la ligne qui est cadencée en franchissant vraiment la frontière, donc celle de Fortezza jusqu'à Lienz, en fait, c'est un partenariat entre SAD et ÖBB avec des du coup, conducteurs interopérables. Du fait d'une spécificité, c'est que le Sud-Tyrol, et je vais répondre du coup en partie à une question au niveau du chat, là où il y a un facilitateur complet, et là je vous rejoins parfaitement, c'est que non seulement il y a une dimension européenne, mais plus encore, il y a une proximité linguistique. Car du coup, on est dans le nord du Sud-Tyrol, où l'allemand est une langue officielle et où on est dans une ultra-périphérie du territoire italien, particulièrement tournée vers l'Autriche et notamment vers Innsbruck, y compris pour les formations. Et notamment au niveau des cadres des entreprises, même de transport, par exemple de SAD, ou même parmi les équipes dirigeantes du Sud-Tyrol, on va avoir beaucoup de personnes qui ont été formées à Innsbruck. Et donc, par-delà une frontière, en fait, souvent quand on discute avec justement l'administration du Tyrol du Sud, ou au Tadige, si je le prends à l'italien, ils disent avec un sourire malicieux, la frontière n'est pas au col. Voilà. Et là, on va retrouver la culture de formation, c'est-à-dire que par-delà la culture d'entreprise, il y a aussi l'importance de la culture des formations universitaires et des écoles d'ingénieurs. Donc, au niveau des relais conduites, le cadencement, du coup, repose plutôt sur une continuité, c'est-à-dire avec une flotte interopérable. Et au niveau du col du Brenner, du coup, la plupart des trains, comme j'ai pu, donc hormis les trains du coup internationaux, mais là j'ai un relais de conduite au Brenner parce que du coup l'étape italienne va être longue. Ce n'est pas le relais de conduite est lié à l'organisation des temps de conduite. Et là du coup ça tombe bien. Et sinon, l'exemple au niveau du Brenner montre que je peux avoir une continuité, si vous voulez, dans le même sillon. Je vais avoir le train régional qui va monter côté autrichien. 10 minutes plus tard, dans le même sillon, c'est le train régional italien qui va partir.
Et les passagers ont juste à se déplacer de même pas 50 mètres, c'est-à-dire que c'est une correspondance qui est acquise. Merci Kevin. Madame Virginie Vassas demande à Kevin, Oui. en combien de temps a été conçu et mis en place ce système dans le Tyrol? Quel en a été l'élément facilitateur? OK. Alors, il y a plusieurs choses. Du coup, à la base, on pourrait… Donc, déjà, ce système-là, avec cette agence monodale telle que je l'ai décrit, c'est clairement 2013, c'est-à-dire à l'occasion justement d'un projet qui aurait pu mettre à mal, d'une certaine façon, cette coopération transfrontalière, qui est la volonté du Tyrol du Sud de renforcer son système régional fondé sur un cadencement beaucoup plus structuré. Ce qui, en fait, supprime d'une certaine façon les sillons pour les corridors de souk qui étaient directs entre Innsbruck et Liège. Dans un contexte qui plus est de très grande rivalité entre les chemins de fer nationaux autrichiens, les ÖBB et Trenitalia, sur fond de libéralisation, puisque sur les trains internationaux Autriche-Italie, les ÖBB se sont alliés à la Deutsche Bahn pour opérer en open access depuis décembre 2009 en se passant des Trenitalia. Donc le contexte, on pourrait dire que on pourrait le considérer plutôt comme, au contraire, un contexte de concurrence. Alors, ce qui va être un élément facilitateur, c'est déjà le projet de l'Eurorégion. Le projet de l'Eurorégion, avec des financements européens qui favorisent cette interopérabilité, mais surtout, comme je le disais, c'est aussi cette proximité culturelle et, j'allais dire aussi cette proximité politique entre Tyrol et Tyrol du Sud, qui se marque de nouveau par, on n'est pas dans un espace métropolitain au sens d'un ensemble métropolitain comme le pôle genevois. Mais il y a une continuité fonctionnelle très forte, y compris en termes d'emploi, y compris en termes de formation, qui conduisent à des déplacements quotidiens de part et d'autre de la frontière, notamment en direction d'Innsbruck. Donc ça, ce sont ces éléments déclencheurs. Alors tout cela, la genèse de tout cela, eh bien en fait, il n'y a pas un déclencheur en soi. C'est une succession d'éléments avec des accélérateurs à partir de, on va dire, la deuxième moitié des années 2000. Merci Kevin. Monsieur Beauvais, à propos des deux flottes, Madame Christelle Duc écrit bonjour, contrairement à ce qui vient d'être dit, les deux flottes de rames Léman Express issues des deux constructeurs Stadler et Alstom sont totalement interchangeables. Les deux types de rames ont des caractéristiques techniques quasi identiques et en termes de maintenance, les centres de maintenance des deux flottes à Lausanne côté suisse et Annemasse côté français peuvent accueillir les deux types de rames indifféremment. Est-ce que vous pouvez réagir à cette réaction? Je salue ma collègue Christelle Duc. Ce qu'elle raconte est exact. Plus proche du micro, s'il vous plaît. Ce qu'elle raconte est exact. Néanmoins, ce que j'ai dit reste juste, parce qu'on ne peut pas accoupler une rame de Stadler avec une rame de Alstom. Elles sont interopérables, donc l'une peut se substituer à l'autre, elles ne peuvent pas travailler ensemble. Après, tout est une question de nuance. Et puis, je dirais, ce qui est nettement plus dommageable, c'est déjà d'avoir deux flottes de matériel qui n'ont pas les mêmes coûts d'exploitation, qui doublent les coûts de maintenance, pas tout à fait, mais presque, qui sont compliqués à marier ensemble, puisque l'une tombe en panne, vous avez un doublet d'unités Stadler, vous ne pouvez pas mettre une rame Alstom accouplée avec une rame Stadler. Ça, c'est une réalité du terrain. Maintenant, c'est vrai que les centres de maintenance des deux exploitants, qui sont les CFF et la SNCF, sont formés à entretenir, gérer et dépanner ces deux types de rames, puisqu'il est évident que si une rame suisse tombe en panne côté France, ça ne devrait pas arriver, mais ça se produit occasionnellement, il faut bien qu'un technicien français soit capable de la dépanner. Donc, les compromis qui ont été choisis pour mettre en route le Léman Express sont des choix qui ont été dictés d'abord par la politique et après par le choix de faire un système performant opérationnel. En France, vous avez peu d'endroits où des RER ont des systèmes immariables entre eux. Merci, Monsieur Beauvais. Alors, Madame Christelle Duc, dans un autre message, indique aussi côté français, l'État n'a pas de compétences sur la mobilité régionale et locale. Tout réside donc aujourd'hui dans le partenariat avec la région en tant qu'autorité organisatrice du réseau ferroviaire régional TER et Léman Express en est partie intégrante. Des transports interurbains routiers d'une part et d'autre part les autorités organisatrices de la mobilité locale qui gèrent des réseaux urbains, Annemasse, Annecy, Thonon, etc. La voie développée aujourd'hui est un mix mobilité avec une intermodalité optimale et fluide, passant aussi par une intégration tarifaire maximisée
ce à quoi tous les partenaires travaillent. Est-ce que l'un ou l'autre veut réagir ou répondre à ce propos? Oui, bah juste effectivement, moi, je m'inscris effectivement sur ce… Enfin, ces propos me parlent et effectivement, c'est vrai que c'est bien là c'est bien vers là qu'il faut aller. La difficulté, c'est que j'ai tout un tas de sujets d'intermodalité, de passage d'un mode à l'autre, notamment si on prend la question de la billettique, par exemple. C'est aujourd'hui très compliqué puisque les aspects techniques, en tout cas les réseaux les plus lourds, ont des dispositifs que les réseaux les plus légers, entre guillemets, des AOM les plus petites, qui ont le moins de moyens, n'arrivent finalement pas dont les AOM plus modestes n'arrivent pas à se doter. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a encore d'importantes discontinuités. Alors aujourd'hui, on a une harmonisation tarifaire. Si je prends le cas de l'agglomération d'Annecy, par exemple, on a une harmonisation tarifaire sur tout le périmètre de l'agglomération, c'est-à-dire que vous voyagez à 1,50 € sur tout le périmètre de l'agglomération, mais on n'a encore pas d'harmonisation billettique, c'est-à-dire qu'au sein même de l'agglomération, vous avez encore plusieurs dispositifs billettiques qui coexistent à bord des cars régionaux qui desservent l'agglomération et qui s'arrêtent, qui font du cabotage au sein de l'agglomération, à bord des Léman Express qui desservent plusieurs gares des communes de l'agglomération. Voilà. Tout ça, le chemin est tracé, mais on a encore au quotidien pour l'usager de vraies ruptures. La billettique est un exemple, il y en aurait d'autres, mais la billettique est un exemple. Et on a aussi des ruptures entre les modes, puisque si après vous intégrez la question du vélo, de l'autopartage ou du covoiturage, c'est encore de nouvelles ruptures, puisqu'on est encore sur des opérateurs différents, avec des dispositifs billettiques différents. Et finalement, on n'a pas encore cette vision à 360 degrés de la multimodalité, au sein même d'ailleurs d'un même périmètre aggloméré d'une agglomération. Merci Romain. Peut-être encore deux questions, enfin deux propos. Tout d'abord, une certaine Jacqueline qui dit « Il n'y a aucune incitation financière en PageX pour que les parkings existants d'hypermarchés ou autres commerces s'ouvrent aux usagers des transports publics. Les propriétaires privés n'en veulent pas alors que leurs parkings sont vides en journée aux heures que les frontaliers les utiliseraient. » Alors, juste pour m'identifier, je suis Jacqueline Cataneo. Je n'ai pas réalisé que mon nom de famille ne figurait pas. Merci. En fait, je suis membre du conseil développement du pays de Gex-Aglo. Voilà. Merci, madame. Qui répondrait peut-être, monsieur Dubois, je ne sais pas. Non, pas forcément. Monsieur Le Tessier. Oui, donc effectivement, les parkings du supermarché, on a quelques exemples effectivement sur Annemasse Aglo par rapport à ça, mais les commerçants n'ont pas du tout envie que leurs parkings deviennent des parkings relais en fait. Et donc, ils seraient plutôt en demande d'ailleurs d'utiliser nos parkings relais des week-ends où il n'y a effectivement pas de trafic frontalier. Et donc éventuellement utiliser ces parkings relais. Mais il est certain que la demande est vraiment à l'inverse de ce que la dame propose et dit, en fait. Je comprends. D'accord, merci monsieur. Compléter, monsieur Varlet, sur ce sujet-là, simplement, il faut bien distinguer, à mon sens, les parkings relais des aires de covoiturage. Autant les aires de covoiturage, on peut facilement les mutualiser avec des parkings de grande surface parce que ce sont des voitures finalement qui accèdent pour se donner rendez-vous. On vient à 2 voitures ou 3 voitures, on repart à 1 voiture. Donc j'ai envie de dire, quelle que soit la desserte du parking, vu qu'on a la voiture, on se débrouille, c'est de la mobilité individuelle. Par contre, les parkings relais, ce n'est pas si simple que ça, puisque les parkings de grande surface sont des parkings qui sont là parce que la grande surface est là, mais qui ne sont pas forcément connectés au réseau de transport public, qui vont par exemple au centre de Genève ou à l'endroit vers lequel les personnes qui posent leur voiture veulent aller. Puisque la desserte des parkings, la desserte en transport public d'une grande surface, elle est plutôt organisée localement, elle n'a pas une portée métropolitaine. Enfin, c'est très rare, il y a des effets d'opportunité rares, mais c'est quand même pas tout le temps le cas. Donc, c'est pas si simple que ça que de dire on a un parking, on a une opportunité foncière, alors on peut facilement le transformer en parking relais. D'accord, merci. Et puis un dernier point, est-ce que monsieur Ludovic Antoine serait parmi nous toujours? J'avais vu son logo tout à l'heure. Est-ce qu'il serait là ou pas? Ludovic Antoine, oui, parce qu'il y aurait une question peut-être à laquelle vous pourriez répondre, mais ce n'est pas une question piège, excusez-moi. À propos de coopération transfrontalière, est-ce que
le millefeuille qui a été constitué autour de l'agglomération genevoise, avec toute une série d'institutions qui s'empilent les unes dans les autres sans se chevaucher ou sans se recouper, etc. Est-ce que c'est une complication ou est-ce que c'est une aide pour améliorer les mobilités transfrontalières? Enfin, il y a une chose est sûre, c'est qu'il y a deux systèmes qui sont, enfin je ne vais pas refaire ce qui a été dit pendant 1h30, mais c'est vrai qu'il y a deux systèmes de culture et puis de rapport à la mobilité qui sont différents dans les partenaires et l'organisation des transports entre la Suisse et la France. C'est vrai que c'est beaucoup plus éclaté côté français. On a de l'échelon communal jusqu'à l'échelon de 2e rang, 3e rang, etc. Avec l'État, la région, les pôles métropolitains, les communes, les intercommunalités. Mais bon, je dirais que oui, la gouvernance, elle s'en fait partie, mais c'est le paquet, quoi. C'est évident qu'une mauvaise gouvernance freine les projets. Une bonne gouvernance permet d'accélérer, en tout cas de mettre des projets suffisamment en place sans trop d'inconvénients. Mais par contre, ce qu'il faut souligner là sur les problématiques transfrontalières, c'est le mix mobilité qui a été rappelé finalement par pas mal d'interventions à la fois orales et puis sur la discussion. C'est la nécessité, enfin, il n'y a pas une seule solution, ça c'est clair. Pour faciliter les déplacements et trouver des moyens de déplacer les gens, d'améliorer le déplacement ou de diminuer, de mieux ou moins se déplacer, pour faire court, faut activer tous les leviers possibles et diminuer les ruptures de charge et faire en sorte qu'on ait un parcours usager qui soit le plus fluide et le plus simple possible. Et pour ça, c'est vrai que si on prend le train, qu'on prend le tram, qu'on prend un VAE, peu importe, enfin voilà, qu'on a un parcours qui emprunte plusieurs modes de transport, et finalement on tombe sur différents opérateurs, qui soient publics ou privés. Et donc du coup, il y a un enchevêtrement, mais je dirais, si c'est bien organisé, s'il y a un modèle de coopération qui est bien en place, cet effet-là, il peut être vraiment réduit. Et si on pousse tous dans la même direction, je dirais que ça peut même être une force parce que finalement, on a des interventions différents acteurs. J'insiste sur le privé, le public, l'associatif, les usagers aussi. Vraiment, il faut qu'ils rentrent, enfin, faut remettre aussi l'usager au centre parce que finalement, la finalité, c'est de travailler pour les habitants. Et c'est évidemment les habitants qui connaissent le mieux aussi leurs déplacements. Et ils n'attendent pas que les collectivités s'organisent pour se déplacer. Depuis une quinzaine d'années, on a un changement, un rapport à la mobilité qui est important. Pardon, je termine juste. Un changement important par rapport à cette mobilité où finalement, les solutions, elles viennent de soi, de ça. Et finalement, on est tous acteurs de la mobilité. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse au pied levé. J'ai oublié de préciser que vous êtes du pôle métropolitain du Genevois français, excusez-moi. Bon, il est 15h30 passé, je crois qu'il faut qu'on arrête. Avant de passer la parole à Sandra, qui clôt la séance, je voulais simplement remercier beaucoup chacun des intervenants pour leurs prestations, pour le temps consacré, pour le temps de préparation et toutes ces contributions riches, aussi bien en exposé qu'en réponse à des questions. Merci à tous les participants inscrits, en espérant que la séance les aura intéressés. Sandra, à toi pour clore la séance. Merci beaucoup, Jean. Voilà, pour clore cette séance, on est quasiment à l'heure. Merci beaucoup pour le timing et merci beaucoup pour le cadencement de la séance. Je souhaitais aussi remercier notre partenaire Annemasse Aglou, la Maison Économie et Développement. Et comme tu l'as dit, Jean, un grand merci aux intervenants pour leur temps et la qualité de leurs propos. Et merci à Jean Varlet pour l'animation de cette table ronde, qui, je le reprécise, était dans le cadre de la chaire de recherche et formation transfrontalière sur la mobilité. Cette chaire est dans une phase de préfiguration actuellement avec le soutien du département de la Haute-Savoie. Et nous avons déjà organisé une conférence, un webinaire en janvier dernier, ici la table ronde, et dans les prochaines étapes, on aura un cycle de séminaires à destination des élus et des techniciens des collectivités qui aura lieu à partir de milieu d'année jusqu'à début d'année prochaine. On précisera toutes les dates. On peut retrouver également des informations sur le site de la Fondation de l'Université. On prévoit aussi une masterclass dont la thématique est à préciser. Donc, si vous souhaitez donner vos idées sur les thématiques qui vous tiendraient à cœur, je vous invite à nous contacter. Il y a nos adresses mail qui s'affichent à l'écran.
Voilà, merci à tous et puis passez une belle fin d'après-midi. Bonne continuation à chacun. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci bien. Au revoir. Merci, au revoir.